L'édifice du Centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire méticuleux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme un symbole de la démocratie. Ce bâtiment historique est fermé dans le cadre du plus grand et du plus complexe projet de remise en état d'un édifice du patrimoine jamais entrepris au Canada. Et cela comprend l'ajout de deux éléments ambitieux. Un système sophistiqué de défense contre les séismes et un centre d'accueil des visiteurs souterrains qui relie l'édifice de l'Ouest, l'édifice du Centre et l'édifice de l'Est. Pour ce faire, la pelouse de la colline du Parlement a été transformée en une vaste zone d'excavation. Je m'appelle Siavash Muhadjer. Je suis le directeur principal de la construction pour le programme de réhabilitation de l'édifice du Centre. Mon équipe est chargée de superviser les activités de construction sur le site. Nous supervisons nos entrepreneurs et notre directeur des travaux pour nous assurer que le projet est livré dans les délais et le budget impartis. Ce que vous voyez derrière moi abritera le futur centre d'accueil du Parlement. Et une fois que nous aurons terminé, nous remettrons en place la grande pelouse et l'aspect et l'atmosphère de la colline du Parlement resteront les mêmes qu'auparavant. Mais nous aurons cette nouvelle structure étonnante qui rendra le Parlement plus ouvert, plus accessible aux Canadiens et plus durable. Le trou que vous voyez derrière moi a une profondeur d'environ 23 mètres. Nous avons rempli 40 000 fois des camions avec des roches retirées de ce trou, ce qui permettra d'intégrer le campus de la colline du Parlement. Il reliera l'édifice de l'Est à l'édifice du Centre et l'édifice de l'Ouest et permettra aux parlementaires de se déplacer en toute sécurité dans la cité parlementaire, tout en donnant au public l'accès à nos magnifiques édifices parlementaires. Une fois que nous aurons terminé, le tout sera recouvert par la pelouse. Le mur de veau et les grands escaliers qui mènent à l'édifice du Centre seront rétablis et l'ensemble aura un aspect très similaire. Cependant, il y aura des ajustements très mineurs. Il s'agira essentiellement d'un sentier accessible à tous depuis la flamme du centenaire jusqu'à la colline du Parlement. Les escaliers devant l'édifice du Centre seront l'entrée du centre d'accueil et également du Parlement lui-même. La réhabilitation de l'édifice du Centre est tout à fait unique. Le bâtiment lui-même fait partie du patrimoine. C'est un symbole de notre démocratie. Nous devons donc faire très attention pour ne pas l'endommager. Il repose également sur une roche très dure. La roche est dure et également stratifiée. Il est donc difficile de l'enlever et difficile également de la travailler, car lorsque nous l'enlevons, elle a tendance en quelque sorte à s'écouler dans le trou. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons cette sorte de grille d'ancrage qui retient la roche. Les défis sont donc nombreux et la combinaison de tous ces défis est unique au monde. Nous n'avons trouvé aucun autre projet qui présente les mêmes problèmes. Il s'agit essentiellement de travailler en respectant les limites du bâtiment et du tissu patrimonial et la colline du Parlement en général. Comme c'est un site national historique, on ne peut pas vraiment construire vers le haut. Il faut donc construire vers le bas, et c'est la seule façon de se connecter au bâtiment. Construire vers le bas signifie creuser sous l'édifice du Centre. L'excavation est l'une des étapes les plus compliquées et les plus techniquement difficiles de tout le projet. Pendant un certain temps, l'édifice du Centre sera maintenu par un réseau de plus de 800 poteaux temporaires. Une fois l'excavation terminée, 500 isolateurs à la base seront installés. Ils serviront d'amortisseurs en cas de séisme.
Il s'agit d'un exploit d'ingénierie qui n'a jamais été tenté nulle part dans le monde. Et ce n'est pas sans risque. Par exemple, que passera-t-il si l'une des poutres de soutien se brise? On s'inquiète toujours de cela. Mais comme je l'ai dit, nous avons fait appel à des experts du monde entier. Nous avons vérifié nos calculs à plusieurs reprises. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons surdimensionné ces pieux par rapport aux charges du bâtiment. Et en fait, ils sont généralement regroupés par 4 pour soutenir une partie du bâtiment. Nous avons même prévu que si l'un des éléments du fort s'effondrait complètement, il continuerait à soutenir la structure. Au fur et à mesure que nous creuserons et enlèverons la roche, nous appuierons les pieux les uns contre les autres pour assurer la stabilité latérale. Et nous mettrons en place une surveillance pour nous assurer que nous pouvons identifier tout problème à venir et y remédier. Ce que je répondrai à cela, c'est que la conception a tenu compte de tout cela. Le projet de l'édifice du centre s'inscrit dans le cadre d'un plan et d'une vision à plus long terme visant à remettre en état et à moderniser l'ensemble de la cité parlementaire. Il y a environ 20 ans, nous avons commencé à faire ce que j'appelle le jeu des trônes. Nous avons commencé avec les petits aménagements, et puis nous avons entamé des projets plus importants pour finalement s'attaquer à l'édifice de l'Ouest et à l'édifice du Sénat du Canada. Et maintenant, nous sommes prêts pour la très grande bataille. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que le Parlement et le gouvernement puissent continuer à fonctionner pendant que nous effectuons ces grands travaux de réhabilitation. Cependant, une fois que nous aurons terminé et que le Parlement aura réintégré l'édifice du centre, nous pourrons fournir non seulement un bâtiment moderne pour les activités parlementaires, mais aussi pour le public canadien qui soit sûr, durable et accessible à tous. Je pense que c'est le moment idéal pour réunir tous ces éléments et les apporter à l'édifice du centre et faire de cet édifice un fleuron du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens. Nous sortons maintenant du hall d'entrée du gouvernement et nous nous dirigeons vers la chambre. Elle est probablement méconnaissable. Pas du tout comme dans votre souvenir, avant la pré-fermeture. Nous avons décapé les couches patrimoniales, démonté les boiseries et la maçonnerie, et nous avons dressé les échafaudages pour faciliter la construction et l'enlèvement du plafond en toile de lin. Avant l'achèvement de ces travaux, c'était la salle de la Chambre des communes, la salle la plus spacieuse de l'édifice du centre. Situé du côté ouest, cet espace magnifique et grandiose est rempli de symbolisme. C'est une pièce idéale pour le cœur du Parlement. Les boiseries, les sculptures et les vitraux racontent tous une histoire. La construction de la salle de la Chambre a eu lieu après l'incendie de 1916. Le 26 février 1920, l'ouverture du Parlement s'est déroulée ici, dans le nouvel édifice du centre. Le protocole veut que cette cérémonie ait lieu dans la salle du Sénat, mais comme celle-ci n'était pas encore prête, la cérémonie s'est tenue dans la salle de la Chambre des communes. C'est ici que les députés se réunissent depuis près d'un siècle pour débattre des questions les plus importantes de la nation. Les décisions prises ici ont une incidence sur notre vie à tous. Il est donc de notre devoir, en tant que représentants élus, de réagir à ces événements extraordinaires. La Chambre des communes est notre chambre élue. Dans ma ville et dans notre pays, chaque jeune devrait se sentir le bienvenu. Les députés qui travaillent ici représentent les intérêts des Canadiens de tous horizons et de toutes les régions qui ont voté pour eux. C'est la base sur laquelle notre démocratie est construite. Ici, dans la salle de la Chambre des communes, d'éminents invités se sont adressés au Parlement et au peuple canadien.
Winston Churchill. Le Canada occupe une position unique dans l'Empire britannique en raison des liens indéfectibles qui l'unissent à la Grande-Bretagne. John F. Kennedy. La géographie a fait de nous des voisins. L'histoire a fait de nous des amis. L'économie a fait de nous des partenaires également. Et la nécessité a fait de nous des alliés. Nelson Mandela. Je sais que c'est un rare privilège pour un ressortissant d'un autre pays d'être invité à s'adresser à cette institution sacrée de la démocratie canadienne. Barack Obama. Je ne saurais être plus honoré de me joindre à vous dans cette salle historique, cette cathédrale de la liberté. Et nous, les Américains, nous ne dirons jamais assez, nous ne pourrions souhaiter un meilleur ami ou allié que le Canada. Impossible! Nous avons besoin de vous. Et Malala Yousafzai ont tous prononcé des discours historiques dans cette salle. Et aux jeunes femmes du Canada, je veux dire ceci. Avancez, élevez la voix. Et lors de ma prochaine visite, j'espère vous voir plus nombreuses dans ces sièges. La salle de la Chambre est désormais méconnaissable. Il y a des échafaudages partout. Les murs, autrefois recouverts de pierres calcaires de Tyndall, ont été mis à nu. Il ne reste qu'une fraction de la moquette verte. Tous les biens patrimoniaux ont été enlevés. Les vitraux ont été les premiers à disparaître. Ensuite, le fauteuil du président, les bureaux et les lustres. Je m'appelle Darrell de Grandmont, je suis le directeur du programme de réhabilitation de l'édifice du Centre pour la Chambre des communes. Je dirige une équipe de chefs de projet, d'architectes et d'architectes d'intérieur qui sont chargés de répondre aux besoins et aux exigences opérationnelles de la Chambre pour la mise en œuvre de la conception jusqu'à l'agencement final. L'équipe elle-même est chargée de veiller à ce que nous rencontrions nos agents de la zone des services de l'édifice du Centre, qui peuvent être de différentes natures, comme la restauration, la manutention, les procédures, etc. Bref, tous ceux qui sont impliqués dans l'état final de l'édifice du Centre. Il faut donc que nous les rencontrions, disais-je, pour nous assurer de répondre à leurs besoins dans le bâtiment, afin qu'à leur tour, ils puissent satisfaire les besoins de nos parlementaires. En 2 mots, nous avons une longue liste de choses essentielles dont nous devons nous assurer qu'elles sont installées dans le bâtiment et qu'elles seront opérationnelles lorsque nous l'occuperons. Pour nous, ces éléments se présentent sous la forme de fiches techniques et de prescriptions qui sont remises au ministère des Travaux publics. De la sorte, les consultants comprennent exactement la nature de nos besoins. Nous nous sommes d'emblée appuyés sur les résultats d'enquêtes publiques réalisées par Travaux publics ou par Services publics et approvisionnement. Ces enquêtes ont montré que le grand public est très intéressé par l'aspect patrimonial de l'édifice et par sa préservation. Nous avons aussi rencontré nos parlementaires et ils nous ont dit la même chose. Nous savions donc que nous devrions œuvrer dans un certain cadre de référence respectant l'empreinte du bâtiment. Pour ce qui est de prendre en compte le nombre de députés, nous avions plusieurs options, dont l'agrandissement du bâtiment. Mais on nous a dit très précisément de respecter l'empreinte et le patrimoine de cet espace. Donc, le nombre croissant de députés constitue un défi, celui de les faire tous tenir dans la Chambre. Aujourd'hui, on compte 338 députés siégeant dans l'édifice de l'Ouest. Ce chiffre passera à 343 lorsque nous reviendrons dans l'édifice du Centre. Et cela pourrait aller jusqu'à 350, voire 400. Le défi, c'est comment loger autant de personnes. Et nous savons qu'il ne s'agit pas d'un chiffre fixe, mais d'un chiffre qui devra augmenter au fil du temps. Voilà pour ce qui est du patrimoine, mais on nous a aussi clairement signifié que l'accessibilité serait aussi une priorité dans la Chambre et dans le reste du bâtiment, y compris les halls d'entrée. Il faudra donc élargir les allées, prévoir des sièges pour les personnes handicapées et veiller à ce que la circulation dans l'ensemble de la Chambre réponde à ce besoin. Ce n'était pas le cas avant la fermeture, ce qui impose des contraintes supplémentaires quant au nombre de personnes que l'on peut accueillir. En fin de compte, lorsque nous nous réinstallerons, la stratégie prévoira probablement de remettre en place certains des pupitres, mais que nous pourrions aussi, et c'est une discussion qui revient aux parlementaires, envisager de les installer sur des bancs. Je prendrai l'exemple du Parlement britannique. Les députés entrent, ils n'ont peut-être pas de places assignées,
mais un grand nombre d'entre eux peuvent rester debout en fonction de la situation. Nous pourrions envisager des sièges supplémentaires à l'extrémité de chacune des rangées afin de les agrandir. Ou encore une démarche progressive, soit en installant des banquettes, soit en veillant à conserver les sièges patrimoniaux de première ligne, car c'est vraiment, je crois, ce qui symbolise la Chambre aux yeux des gens. Et puis, continuer de les aménager vers le fond. La question n'est pas encore tranchée, mais elle doit faire l'objet d'un débat approfondi. Lorsque nous avons fermé le bâtiment, cela a bouleversé bien des gens, surtout lorsque nous avons déménagé dans l'aile ouest. Principalement des députés, évidemment, mais aussi des personnes qui avaient travaillé dans l'édifice, y compris dans l'administration, qui étaient là depuis des années. La fermeture de l'édifice a donc été un événement chargé d'émotions pour beaucoup. C'est pourquoi nous avons commencé à organiser des visites pour faire venir les gens, et nous avons commencé à faire une grande partie du travail, tel que la démolition ou l'assainissement. La première année, où nous avons fait visiter le bâtiment aux gens, j'ai été vraiment frappé de voir à quel point ils étaient émus. Certains députés, qui lui étaient particulièrement attachés, étaient au bord des larmes. Et puis, voir ces revêtements disparaître au fil des travaux, ça peut avoir un côté inquiétant pour certains. Il faut donc les rassurer, et je pense que cela nous ramène à la préservation du patrimoine. Tout va revenir à l'identique. Rien n'aura changé dans certains espaces, et vous ne verrez même pas quels sont les changements. S'inspirant de la Chambre des Lords britannique, le Sénat est la chambre haute du Parlement canadien. C'est ici, dans la salle du Sénat de l'édifice du Centre, que les sénateurs se réunissent et débattent des questions nationales depuis près d'un siècle. Le Sénat joue un rôle essentiel dans le processus législatif. Il est chargé d'examiner, de débattre et de reviser les projets de loi introduits par les deux chambres. Si nous ne les défendons pas, qui le fera? Les sénateurs examinent minutieusement les projets de loi adoptés par la Chambre des communes. Ils peuvent aussi proposer leur propre projet de loi. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi S-233, loi modifiant la loi sur les douanes et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Un projet de loi doit être adopté par les deux chambres, ici au Sénat et à la Chambre des communes, avant de devenir une loi. Ordonne qu'un message soit envoyé à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur avis du premier ministre. Ils peuvent siéger jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire fixé à 75 ans. La moquette, le cuir des bureaux des sénateurs, les trônes, presque tout dans cette chambre est décoré en rouge. Il n'est donc pas surprenant qu'elle est communément appelée la Chambre rouge, par opposition au vert de la Chambre des communes. Les plafonds dorés, les lustres en bronze, les lambris de chêne complexes et les superbes trônes rouges créent ensemble un espace royal, un espace digne des cérémonies et de la royauté. Après tout, c'est dans cette salle que le monarque régnant se rendait lorsqu'il ou elle assistait à une séance du Parlement. La capitale du Canada est le théâtre d'un événement unique dans les annales du Commonwealth britannique. Le jour même de leur arrivée, le roi et la reine se rendent en voiture aux édifices du Parlement, où Sa Majesté doit donner la sanction royale aux lois promulguées par le Parlement du Dominion. Aujourd'hui, Ottawa est la capitale de l'Empire. Depuis 1854, jamais un souverain britannique n'avait donné en personne la sanction royale. Et jamais cette cérémonie ne s'était déroulée en dehors de la mère patrie. Dans la salle du Sénat, le roi du Canada, en présence des représentants de toutes les régions de son territoire, sanctionne les mesures qui lui sont soumises. La tradition parlementaire veut que ce ne soit que dans la salle du Sénat que les trois éléments du Parlement puissent se réunir, le souverain, le Sénat et la Chambre. L'ouverture du Parlement,
les discours du trône, la cérémonie de la sanction royale pour donner force de loi au projet de loi, ces événements sont empreints de fastes, d'apparats et de traditions anciennes. Aujourd'hui, la Chambre rouge est vidée de son contenu. La plupart des biens patrimoniaux ont été enlevés. À l'instar de la Chambre des communes, elle est à peine reconnaissable aujourd'hui. Elle est remplie d'échafaudages du sol au plafond. Louise Cowley est la directrice de la vision et du plan à long terme du Sénat du Canada. Alors que vous entrez, vous voyez que tout a été mis à nu, ce qui transforme du tout au tout la Chambre du Sénat. On peut vraiment observer l'ossature de l'édifice et comparer ensuite avec le résultat une fois le bâtiment restauré. C'est le moment idéal pour se trouver à l'intérieur de l'édifice du centre et se rendre compte de l'ampleur de la rénovation avant que tout ne soit reconstruit. Le projet de l'édifice du centre est le point culminant d'une initiative de plusieurs décennies visant à restaurer et à moderniser la cité parlementaire. Tout comme les députés, les sénateurs ont participé à la prise de décision. En 2016, un sous-comité sur la vision et le plan à long terme a été créé. Il est composé de sénateurs qui travaillent avec nous pour optimiser la conception. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires. La Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement veillent à ce que tous les besoins soient satisfaits. Nous devons trouver un équilibre quant aux besoins d'un Parlement moderne. C'est avant tout un lieu de travail, mais nous savons aussi que c'est un lieu destiné aux Canadiens. Nous discutons avec nos usagers afin de déterminer ce qui est possible et gérable. Nous travaillons avec Travaux publics à la prise des décisions. L'une de ces décisions est de s'assurer que la salle du Sénat retrouve sa splendeur d'antan. La salle du Sénat aura conservé un aspect très similaire. Nous allons restaurer une grande partie des éléments patrimoniaux, mais toute l'infrastructure moderne, qui comprendra l'éclairage et la radiodiffusion, sera dissimulée. Auparavant, la salle du Sénat n'avait pas d'infrastructure permanente pour la radiodiffusion. Cette fois-ci, elle sera fournie à l'état final. En ce qui concerne la disposition des sièges, elle sera sensiblement la même. Contrairement à la Chambre des communes, où le nombre de parlementaires change constamment, au Sénat, le nombre reste fixe. Nous allons donc restaurer les pupitres existants et les réintégrer. Autre élément qui reviendra, ce sont les tribunes. C'est de là que les Canadiens pourront vraiment voir la démocratie à l'œuvre dans la salle du Sénat. Les galeries seront entièrement restaurées et pleinement accessibles. Un élément qui sera ajouté à la salle est la plateforme d'observation. Nous nous tenons actuellement dans la galerie sud de la salle du Sénat, au 4e niveau. Et le niveau où je me trouve représentera une nouveauté. Il s'agit d'une plateforme d'observation que nous allons entourer de parois de verre, ce qui permettra de suivre ce qui se passe dans la salle et en dessous de nous, dans les galeries. L'édifice du centre a été construit avec 3 grandes cours. Il est prévu de les fermer afin de créer de l'espace indispensable. Nous voici à présent sur le toit. Un peu plus loin se trouve la cour lumineuse ouest et le hall d'honneur, qui accueillera en surplomb le bâtiment intercalaire. Et ici se trouve la cour lumineuse est. Venez, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. La cour Est constitue actuellement un espace extérieur, mais à l'état final, elle sera recouverte de verre. Ainsi, elle continuera d'alimenter le bâtiment en lumière naturelle, et ce jusqu'au niveau 2 et 3 en contrebas. On entrera dans la cour par les ascenseurs du niveau 2, puis on pourra monter au niveau 3 pour accéder aux galeries. Voici Tamara Dolan. Elle était la conservatrice du Sénat pendant les premières phases du projet. Elle était chargée de veiller à ce que la collection de peintures, de sculptures, d'objets de cérémonie et de mobilier patrimonial du Sénat soit protégée pendant les travaux de réhabilitation de l'édifice du centre. La collection du Sénat comprend donc environ 6 000 pièces, dont 1 millier se trouvait dans l'édifice du centre avant la fermeture. Ce sont certainement les pièces les plus importantes de la collection. Il y a la masse du Sénat ainsi que le mobilier de la salle du Sénat, les trônes, un certain nombre d'œuvres d'art, des portraits de rois de France et bien sûr des monarques et leurs épouses. Avant la fermeture de l'édifice du centre, cette collection de tableaux de monarques et de consorts britanniques tapissait les murs du foyer du Sénat.
Ce tableau représente le roi Édouard VII. Il est venu au Canada en tant que prince de Galles en 1860 et a posé la première pierre des premiers bâtiments du Parlement. Le roi George V a régné de 1910 à 1936. Et voici le tableau de Robert Swain représentant le roi George VI, le père de la reine Élisabeth II, qui était souverain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été le premier monarque à fouler le sol canadien. C'était lors de sa tournée au Canada en 1939 en compagnie de la reine Élisabeth, la future reine-mère. Ce portrait de la reine Élisabeth II a été peint en 1957, 5 ans après le début de son règne. Il est l'œuvre de l'artiste canadienne Lilias Torrance Newton et il est l'un des 2 tableaux originaux exposés ici. L'autre tableau original est ce portrait en pied de la reine Victoria, peint en 1842 par l'artiste britannique John Partridge. Il a été acquis pour être accroché au marché Bon Secours de Montréal, qui a brièvement abrité le Parlement de la province du Canada. Il a survécu à 4 incendies, dont celui de 1916 qui a dévasté l'édifice du centre. En raison de la taille des tableaux, il était difficile de les sortir du bâtiment. Nous avons donc travaillé avec Services publics et approvisionnement Canada, ainsi qu'avec l'Institut canadien de conservation. Des restaurateurs sont venus à l'édifice du centre et ont évalué l'état des tableaux. Nous avons déterminé si des travaux de conservation étaient nécessaires pour les retirer de l'immeuble, car chaque fois que nous déplaçons quelque chose, nous introduisons un nouveau risque pour le tableau. Puis nous avons créé des maquettes des plus grands cadres et nous les avons utilisées pour parcourir les différents itinéraires de sortie du bâtiment afin de décider s'il valait mieux passer par le quai de chargement ou par la porte d'entrée. Ainsi, le jour même du déménagement, les tableaux sont retirés des murs. En général, nous retirions le tableau de son cadre, puis nous enlevions le cadre et le tableau pour les amener à leur emplacement définitif. Madame Dolan et son équipe ont dû relever un défi encore plus grand en retirant ces 8 tableaux historiques de la Première Guerre mondiale. Accrochées ici depuis 1921, ces peintures n'ont pas été conçues à l'origine pour cet espace. Lorsque l'édifice du centre a été officiellement inauguré, la salle du Sénat était encore en construction. Cette photo a été prise à l'intérieur de la chambre haute. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Un peu moins d'1 an plus tard, l'ouverture de la 5e session de la 13e législature du Canada a eu lieu ici, dans la salle du Sénat nouvellement construite. Peintres, charpentiers et décorateurs ont travaillé toute la nuit pour s'assurer que la salle était prête. La plupart des sculptures en pierre et des boiseries n'avaient pas encore été achevées et ces peintures ont été installées pour recouvrir les murs. Destinés à l'origine à être exposés dans un bâtiment réservé à un monument commémoratif de guerre, ces tableaux sont devenus un élément permanent ici. Elles dominent les murs de cette salle depuis plus d'1 siècle. Aujourd'hui, ces peintures ont été enlevées pour être conservées en lieu sûr et restaurées. Elles seront entreposées au Musée canadien de la guerre. En ce qui concerne l'édifice du centre, le bâtiment d'origine a brûlé en 1916, alors que le Canada participait à la Première Guerre mondiale. Ainsi, lorsque nous contemplons la conception, les souvenirs de la Première Guerre mondiale et l'importance de saluer les sacrifices des soldats pendant cette période sont vraiment importants dans le contexte du Sénat. Je pense que les peintures de guerre sont probablement l'hommage le plus important que nous voyons. Et elles rappellent aux sénateurs, lorsqu'ils effectuent leur travail, qu'ils représentent les sacrifices des Canadiens et la raison pour laquelle nous devons protéger notre démocratie parlementaire. Les tableaux ne sont pas tous de la même taille, mais en général, ils mesurent environ 3 mètres de haut sur 3 mètres de large à peu près, ce qui dépasse la taille des portes. C'était donc un véritable défi de les sortir de cet espace. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Musée canadien de la guerre, Services publics et approvisionnement Canada et des conservateurs des beaux-arts afin d'élaborer une stratégie pour les retirer du bâtiment.
L'ensemble des travaux a duré environ 2 mois. Nous avons dû construire un échafaudage dans la salle du Sénat pour accéder aux tableaux, puis les retirer des murs 2 par 2, les placer sur une grande civière avant de les remettre à plat. Nous avons dû retirer les tableaux des cadres, les enrouler sur de grands tubes et les sortir du bâtiment. Ce fut un processus assez long. Il faut s'assurer de bien faire les choses pour ne pas endommager les tableaux. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé et tout le monde était très satisfait du déroulement des travaux. Mais c'était certainement un défi compte tenu de la taille des portes et des tableaux. Nous voulions nous assurer que l'importance de ces tableaux soit préservée afin qu'ils puissent être réintégrés dans l'édifice du centre lorsque le Sénat sera prêt à y retourner. L'édifice du centre est rempli de gravures et de sculptures. Elles renvoient toutes à des moments marquants de l'histoire du Canada. Ici, dans le Palais de la Confédération, des motifs complexes recouvrent presque tous les espaces. Représentant des symboles du Canada, sa flore et sa faune, et les armoiries de chaque province et territoire. Dans le foyer de la Chambre des communes, on peut voir une série de sculptures intitulées à juste titre « L'histoire du Canada ». Elles illustrent les différentes étapes du développement de notre pays. Elles racontent l'histoire du Canada, sociale, politique et économique. La plupart des sculptures de l'édifice du centre ont besoin d'être restaurées. Ici, on voit que certaines ont été endommagées par des fuites d'eau. Lorsque l'architecte John Pearson a conçu le bâtiment, il a délibérément laissé des milliers de blocs de pierre non sculptés. Il souhaitait que les générations futures de sculpteurs ajoutent leurs propres histoires sur les pierres de l'édifice du centre, pour illustrer l'histoire du Canada au fur et à mesure de son évolution. Et depuis près d'un siècle, c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque génération de sculpteurs laisse sa propre empreinte. Il reste maintenant 180 blocs non taillés. Le sculpteur du Dominion du Canada supervise l'entretien de toutes les sculptures de la cité parlementaire. Il ou elle est aussi chargé de créer de nouvelles pièces. 6 personnes ont occupé cette fonction depuis sa création officielle en 1936. Voici John Philip Smith. Il est le 6e sculpteur du Dominion du Canada. Pendant la restauration de l'édifice du centre, il est chargé de superviser l'entretien de toutes les œuvres sculpturales, y compris toutes les nouvelles sculptures. Nous nous trouvons actuellement à 3 ou 4 étages de haut sur l'échafaudage à l'intérieur de la Chambre des communes. Nous sommes donc tout près de la ligne du toit, ou plutôt du plafond. Et ici, tout en haut, avant qu'elle ne se transforme en plafond, il y a une corniche qui s'étend tout autour de la chambre. C'est un bel exemple de blocs non taillés. Voici donc quelques-uns des blocs originaux qui n'ont pas été sculptés à l'époque et qui font partie de la suite du programme de sculpture. Ils font partie des 180 blocs. Pour nous, il s'agit d'une priorité dans le cadre du projet, car nous disposons désormais d'un échafaudage pour sculpter ces blocs, ce qui n'est pas possible en temps normal. La prochaine occasion sera peut-être le prochain grand projet, qui pourrait durer 100 ans ou plus. Et nous nous concentrons donc sur la sculpture de ces blocs. Certains dessins ont déjà été réservés pour certaines de ces pièces, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà figés ou gravés dans la pierre. Ce sont donc des discussions que nous avons avec les partenaires, le Sénat et la Chambre des communes, qui travaillent en étroite collaboration avec les conservateurs du projet. Ensuite, c'est aux parlementaires de décider ce qui sera finalement gravé. Il s'agit d'un processus de consultation qui évolue au fil du temps. Il y a beaucoup de travail de recherche initiale et de conception qui a lieu, et oui, c'est tout un processus. Un élément de mon rôle consiste à proposer différentes idées
sur ce qui devrait être représenté dans ces blocs. Et mon équipe aussi. Et vice-versa, ces demandes peuvent également émaner du bureau du président de la Chambre. Ce sont donc des choses sur lesquelles nous travaillons ensemble. Il s'agit vraiment de représenter ce que nous pensons que la nation ou le peuple du Canada, les citoyens du Canada, ont le plus besoin de voir ou ce qui est le plus pertinent pour le pays. Je me trouve actuellement dans le foyer de la Chambre des communes, près de l'entrée, et j'aimerais attirer votre attention sur quelques pièces très intéressantes. En 1978, le député Wally Firth a demandé au président de l'époque, James Jerome, que des pièces soient créées et sculptées par des sculpteurs autochtones pour être placées sur les murs du Parlement. C'est ce qu'on appellera plus tard le programme de sculpture des peuples autochtones. 10 zones non sculptées ont donc été choisies et réservées à ce programme. À ce jour, 9 de ces sculptures ont été achevées, dont l'une est ici, créée par le sculpteur autochtone Joe Jacobs de la nation Cayuga et intitulée « Création ». De l'autre côté, il y a une œuvre créée par l'artiste Gitxsan Earl Muldoon. Il est important de noter que ces sculptures ont été réalisées dans le studio du sculpteur, c'est-à-dire que les ébauches ont été expédiées aux différents endroits où se trouvaient les sculpteurs et qu'elles ont été créées dans leur propre studio. Il est aussi important de noter que les sculpteurs qui ont créé cette pièce et les sculpteurs parlementaires ne se sont jamais rencontrés, qu'il n'y a pas eu de discussion ou d'échange de connaissances sur les différentes méthodes de sculpture. Le but est donc de travailler ensemble, de partager les moyens et les méthodes et de concevoir de nouveaux thèmes pour les œuvres décoratives futures. Notre équipe se concentre sur 2 choses. Il y a les nouveaux travaux et les travaux de restauration. Je commencerai donc par les nouvelles œuvres. Disons que vous avez un morceau de pierre vierge dans les murs et que vous voulez créer quelque chose. Vous commencerez par effectuer des recherches, puis de créer des dessins, et enfin un modèle en argile. L'avantage de travailler avec l'argile, c'est que l'on peut ajouter et retirer des matériaux. Ainsi, une fois la sculpture terminée, elle correspond exactement à ce que l'on veut. Elle est ensuite coulée en plâtre, ce qui permet de créer un modèle appelé maquette, qui est en quelque sorte le modèle dur que vous copiez ensuite dans la pierre. Cette maquette ou ce modèle est ensuite entreposé, puis la pièce finie est installée où elle se trouve déjà là, si vous l'avez travaillée in situ. En ce qui concerne la restauration, c'est à peu près la même chose, mais on essaie de recréer quelque chose qui existait déjà. On continue donc à effectuer des recherches en amont pour essayer de comprendre ce qui a pu être là. Vous regardez des photographies historiques, puis vous prenez un moule et vous recréez dans l'argile ce que vous pensiez qu'il y avait là. Et il faut rester fidèle au style et aux autres éléments qui entourent la sculpture. Ensuite, on obtient la maquette, puis on sculpte à nouveau la pièce dans la pierre et on la replace dans le mur. Voilà donc le processus. C'est un processus qui existe depuis des milliers d'années et qui est efficace. L'un des prédécesseurs de John Philip était Eleanor Milne. Elle fut le 3e sculpteur du Dominion du Canada et occupa ce poste pendant plus de 3 décennies. Elle est très connue parce qu'elle a réalisé certaines des séries les plus connues, soit la série sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique et la série sur l'histoire du Canada. Ce sont les séries sculptées les plus importantes du bâtiment. Elle a eu une très longue carrière à titre de sculpteur du Dominion et disposait d'une merveilleuse équipe de sculpteurs. Et elle avait une touche très intéressante. Sa formation n'était pas tellement axée sur la sculpture architecturale en pierre, mais elle venait d'un milieu contemporain, ce qui lui a permis d'ajouter un style différent. Son travail s'inscrivait toujours dans ce que l'on pourrait appeler le style gothique, mais elle en a repoussé les limites pour en faire quelque chose de complètement nouveau et qui lui ressemblait aussi complètement. Il est donc très intéressant de voir son travail et la manière dont elle l'a réalisé. Le legs de Madame Milne est visible dans tout le bâtiment, y compris dans le foyer du Sénat. John Philip et son équipe travaillent à la création d'une nouvelle sculpture pour cet espace.
une sculpture en l'honneur des 70 ans de règne de la reine Élisabeth II. Cette pièce a été créée à l'occasion du jubilé de platine de la reine et nous avons décidé, après avoir consulté le Sénat, de créer une pièce qui commémorait cette occasion monumentale. Il s'agissait essentiellement de moi-même, du conservateur du côté du Sénat et de l'huissier du bâton noir. Nous avons parcouru l'espace et nous avons choisi cette pierre angulaire comme endroit idéal pour créer une représentation décorative de cet événement. La première étape a consisté à examiner cette pierre angulaire et à décider ce que nous pouvions faire dans l'espace qu'elle offrait. Il y avait aussi l'emblème du jubilé de platine qui a été créé ici au Canada pour commémorer cette occasion. Nous savions donc que nous voulions l'inclure dans la pièce et le placer au centre de celle-ci. C'était donc une bonne chose. Nous étions sur la bonne voie, mais nous avons estimé qu'il fallait ajouter quelque chose sur les côtés. La suggestion du côté du Sénat était d'ajouter du feuillage. La fleur préférée de Sa Majesté était le muguet. Je crois donc que le Sénat a vérifié auprès du palais de Buckingham si cela était possible, et ce fut le cas. Nous avons donc créé l'emblème qui est en quelque sorte soutenu par ce muguet. J'ai donc fait un dessin qui a été approuvé, puis j'ai commencé à le sculpter dans l'argile, grandeur nature. C'est plus grand qu'un muguet. Le muguet, c'est une petite fleur, mais là encore, étant donné son emplacement, nous voulions nous assurer qu'elle soit aussi lisible que possible. Et c'est quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de sculpture architecturale, la lisibilité. C'est ainsi que le projet a vu le jour. Nous avons maintenant un modèle et nous espérons pouvoir commencer à le sculpter assez rapidement. John Philip et son équipe sont également responsables de la réparation et de la restauration des sculptures en pierre sur les murs extérieurs de l'édifice du centre. Pour l'instant, nous examinons la façade ouest de l'édifice du centre et cette façade est celle qui subit le plus les vents dominants et où nous voyons le plus de détérioration en ce qui concerne divers éléments de maçonnerie. Et bien sûr, je regarde les éléments sculpturaux et nous voyons des éléments qui manquent, des éléments qui se détériorent considérablement. Il est difficile de dire ce qu'il y avait avant. Si nous regardons vers le haut, nous voyons un petit arc-boutant ici. Et tout en haut, à l'extrémité avant de l'arc-boutant, il y a un pinacle qui va jusqu'à un point, et ce point, qui est le fleuron, a complètement disparu. Nous n'avons pas vraiment de preuves photographiques de ce qu'il y avait avant, mais nous avons pu retourner aux dessins originaux de Pearson et voir un dessin pour un épi de fêtage. Donc, à partir de cela, nous avons pu créer un modèle et ensuite nous allons le reproduire et le sculpter dans la pierre. Puis, une fois que l'échafaudage sera monté ici, il sera remis en place par les tailleurs de pierre. Il manque quelques éléments le long de cette façade. Il y a des fleurs de lys le long de toutes ces pierres de couronnement. Le pinacle du côté opposé est en très mauvais état. Il comporte un certain nombre de sculptures complexes qui doivent également être remplacées. Après près d'un siècle d'exposition aux conditions climatiques extrêmes d'Ottawa, la maçonnerie patrimoniale du bâtiment se dégrade. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure. Il faut nettoyer 20 000 mètres carrés de maçonnerie, ce qui représente environ 365 000 pierres qu'il faut enlever pour les réparer et les remplacer. Jeff Meek est l'un des gestionnaires du projet Restauration de la maçonnerie. En continuant à faire le tour, vous pouvez voir beaucoup d'érosion sur ces pierres, très probablement causée par le vent et la pluie, car nous sommes dans le coin nord-ouest du bâtiment. Nous sommes très exposés au vent. Souvent, en combinaison avec l'eau et le gel-dégel, les pierres s'érodent, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont presque concassées. Et ce n'est pas le pire exemple que j'ai vu. Il y en a d'autres ailleurs autour du bâtiment où l'on peut mettre la main dans la pierre et où il se forme presque une anse de tasse. Au fil des ans, les approches ont été très ponctuelles. Ainsi, si vous pouvez imaginer jusqu'aux travaux de restauration des années 2000 et 2010, et avant la bibliothèque, il s'agissait de campagnes d'entretien sporadiques où l'on s'occupait simplement de certaines parties uniques. Et encore une fois, d'autres projets ont permis de maintenir le bâtiment en état jusqu'à ce qu'un travail d'envergure soit effectué. Et maintenant, nous en sommes aux gros travaux et nous adoptons une approche de restauration holistique. Et bien sûr, ces gros travaux sont liés à l'actuel projet de l'édifice du centre.
Nous avons commencé, je crois, en 2019 dans une zone où se trouvent certains des projets les plus facilitateurs. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un très grand mur de soutènement en pierre au sein de la pelouse avant. C'est donc la première chose que nous avons faite. Nous l'avons enlevé très soigneusement, nous l'avons démonté et nous l'avons entreposé. Cela nous a permis, entre autres, de mobiliser le chantier de l'édifice du centre, ce qui a donné lieu à une série de travaux dits préliminaires. L'un de ces travaux préliminaires était la restauration de la maçonnerie du mur nord que nous examinons en ce moment. Les travaux sur le mur nord ont commencé vers 2020, je crois, et ont duré environ 1 an et demi. Le tout est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir ici, les pierres ont été nettoyées et le mortier restauré. Et à mesure que nous avançons dans le reste du bâtiment, nous nous déplaçons essentiellement du nord vers l'est, puis vers l'ouest et enfin vers le sud. En général, la maçonnerie suit une séquence très linéaire. Ainsi, lorsque nous arrivons, l'aspect est bien différent de celui-ci. Les pierres sont assez sombres. Dans certains cas, vous verrez que le mortier s'écaille et se détache du mur. Nous commençons donc par la réfection de tous les joints très soigneusement. On appelle cela un ratissage ou une forme de grattage. Vous pouvez voir que chacun de ces joints semble bien frais. Ils ont tous été ratissés au cours des 2 premiers mois du chantier. Ensuite, nous découvrons une particularité de l'édifice du centre, à savoir que la structure comporte plusieurs éléments en acier. Ainsi, en traversant le mur, nous exposons ce qu'on appelle les extrémités. Vous imaginez ainsi une poutre qui sort directement du bâtiment et se termine quelque part près de l'extrémité du mur. Nous l'exposons. Nous vérifions son état, puis nous la nettoyons et la réparons si nécessaire et nous reconstruisons le mur autour. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les bâtiments, mais pour l'édifice du centre en particulier. On revient par la suite à la maçonnerie traditionnelle. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. En fait, sur le mur nord, un peu plus de 20 km de joints de mortier ont été ratissés et rejointés. Et encore, il s'agit du mur nord, pas de l'ensemble du bâtiment. Il s'agit donc d'un projet de très grande envergure. Pour ce projet de grande envergure, on utilise la technologie laser, une solution du 21e siècle pour un métier médiéval. À une température très élevée, il y a ablation de la surface. Il s'agit donc d'une chaleur très élevée essentiellement. Et cela relève presque de la science-fiction. Comme pour la plupart des travaux réalisés ici, restaurer le bâtiment afin qu'il retrouve son aspect historique est un élément essentiel du projet. Et cela comprend la maçonnerie. Il s'agit de se rapprocher le plus possible de l'original. Ainsi, lorsque nous remplaçons la pierre, nous essayons généralement d'utiliser le même matériau s'il est disponible. Si ce n'est pas le cas, nous recherchons, ou plutôt nos conservateurs recherchent, un matériau provenant du même gisement géologique. Ainsi, pour la maçonnerie, surtout pour la maçonnerie extérieure, nous avons 3 types de pierres sur le mur. Le grès de Béréa, qui représente tous les éléments décoratifs que vous voyez, les bandeaux ici, les cadrages des fenêtres, les sculptures et certains de ces éléments qui ressemblent à des pignons vers l'extrémité. Ces éléments proviennent de Cleveland, dans l'Ohio, et sont très similaires au matériau qui a été utilisé à l'origine pour reconstruire le bâtiment. Le remplissage ou les moellons, c'est-à-dire toutes ces pierres entre les éléments décoratifs, proviennent d'une carrière de Nepean en Ontario. Cette carrière a fermé depuis longtemps et nous utilisons maintenant ce qu'on appelle la pierre de Saint-Canute, qui provient d'une carrière située près de Mirabel au Québec, la carrière de Saint-Canute. Cette pierre est très similaire sur le plan géologique et sur le plan esthétique, elle est presque identique. L'autre carrière ou type de pierre que vous ne voyez pas sur ce mur est la Wallace. La Wallace se trouve généralement autour de certaines portes. On voit beaucoup plus de Wallace sur la tour de Paix au sud. La Wallace provient en fait de la carrière Wallace en Nouvelle-Écosse. Nous avons également un accord d'achat avec eux. Il en va de même pour un certain nombre de pierres à l'intérieur, pour lesquelles un processus similaire est entrepris afin d'évaluer si nous pouvons obtenir la même chose. Si ce n'est pas le cas, on voit dans quelle mesure on peut se rapprocher de l'original. Tandis que les travaux de maçonnerie se poursuivent, des bâches décoratives imprimées, connues sous le nom de trompe-l'œil, sont en cours d'installation. L'idée, du moins du point de vue de l'expérience du visiteur, c'est-à-dire des milliers de touristes qui visitent la colline du Parlement chaque année, ils n'ont probablement pas envie de voir une bâche blanche géante devant ce monument pour lequel ils ont peut-être parcouru des milliers de kilomètres.
Il y a des points de vue très particuliers depuis tout Ottawa, où le Parlement est un bâtiment des plus emblématiques. Le trompe-l'œil est donc essentiellement une impression ou une représentation graphique du mur qui se trouve derrière. L'idée, c'est que vous regardez essentiellement le même mur. Pour l'instant, vous remarquerez qu'il ne se trouve qu'au nord parce que nous n'avons d'échafaudage qu'au nord. Au fur et à mesure que nous ferons le tour du bâtiment, ce trompe-l'œil suivra l'échafaudage. Ces bâches décoratives ont de nombreuses fonctions. Elles protègent également les travailleurs des conditions météorologiques extrêmes, ce qui permet de poursuivre les travaux quelle que soit la saison. La bâche sur l'échafaudage a deux fonctions. D'une part, la restauration du mur produit beaucoup de poussière. Comme vous pouvez l'imaginer, nous voulons contenir cette poussière. Un certain nombre de protocoles de sécurité ont été mis en place pour assurer la protection des travailleurs qui doivent porter ces masques respiratoires et autres dispositifs de ce type. C'est également indispensable pour le travail lui-même. Si vous imaginez que vous mélangez du mortier, qui est essentiellement comme un ciment, il doit durcir dans des conditions climatiques très particulières. Sans la bâche sur le bâtiment, nous ne pourrions pas atteindre cette température. Elle varierait trop et limiterait considérablement nos heures de travail. Le trompe-l'œil et la bâche elle-même nous permettent donc de modérer le climat à l'intérieur de l'échafaudage et d'assurer un travail continu. Alors que les travaux de réparation, de mise à niveau et de modernisation se poursuivent, nous documenterons le processus fascinant de la restauration de l'édifice du centre du début à la fin. Il s'agit d'un regard d'initié sur l'un des projets de réhabilitation les plus complexes et les plus ambitieux jamais entrepris dans le monde. Ce documentaire donne un accès unique aux coulisses de la restauration de l'un des édifices patrimoniaux les plus aimés et les plus reconnus du Canada. L'édifice du centre, symbole du passé, du présent et de l'avenir de notre nation.